Bonjour à tous, nous sommes en direct du festival Quai du Polar et en Facebook Live sur bipolar.fr. Je suis accompagnée de Yann Manouk, journaliste communicant et auteur de la trilogie thriller mongole. Et Yann Manouk, bonjour. Bonjour. Alors votre dernier roman, Aimé, Aimé je prononce bien déjà? Aimé. Aimé, Aimé. Nous emmène donc cette fois en Islande. Le polar, c'est un moyen pour vous de voyager toujours plus? C'est un peu le contraire. En fait, je ne suis pas ce qu'on appelle un écrivain voyageur, c'est que je ne voyage pas pour écrire. J'ai voyagé d'abord et j'écris sur mes voyages. Mais ceci dit, je continue quand même à voyager. Hein, mais c'est d'abord, la base de tous mes bouquins, ce sont des souvenirs de voyage. Donc c'est plus pour revivre ces moments que vous avez pu vivre il y a des années. Oui, c'est pour que tout le temps perdu que j'ai passé dans ma jeunesse serve un peu à quelque chose maintenant. Et pour donc du coup le présenter à vos lecteurs et leur présenter ces lieux que vous avez découverts et appréciés, j'imagine. Oui, c'est une façon de resituer des intrigues policières dans des endroits où j'ai aimé voyager, où je me sens à l'aise, et sur lesquels effectivement j'ai envie de dire ce que j'en sais. Alors l'Islande, en ce moment, il y a cette nouvelle vague de polar nordique. Est-ce qu'en les lisant à droite à gauche, vous vous êtes dit tout d'un coup, bah si c'est vrai, moi je suis allée en Islande et j'ai aussi envie de faire un polar nordique? Ouais, il y a un peu de ça. Je voulais d'abord écrire, quoi qu'il arrive, quelque chose qui se passe en Islande. Mais c'est vrai que quand on lit les polars islandais, écrits par des Islandais, c'est toujours l'Islande sombre, un peu glauque, généralement dans l'hiver où il n'y a pratiquement pas de jour. En plus, en général, bloqué dans les tempêtes de neige. Et moi, l'Islande que je connais, c'est l'Islande de l'été. Donc c'est une Islande qui est lumineuse, colorée, et qui méritait un petit clin d'œil de ce côté-là, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de prendre le contre-pied. Très bien. Votre inspecteur, donc Cornelius Jacobson, il a quelques petits points communs quand même avec l'inspecteur Yerulderger. Yerudelger, ouais. Merci. Est-ce que on peut imaginer qu'ils sont un peu des alter ego? Est-ce qu'ils auraient pu se rencontrer dans une autre vie? Oui, ça tient peut-être au fait que j'écris sans plan et donc sans prévoir ce qui va se passer, et je pars toujours d'un personnage. Et c'est vrai que assez souvent, dans pas mal de bouquins, le personnage de départ est quelqu'un de granitique, un peu fort, un peu minéral, et que par conséquent, ils finissent par se ressembler. Ouais. Et du coup, s'ils se croisaient dans la vie, qu'est-ce qu'ils se diraient? Est-ce qu'ils se mettraient autour d'une table? Non, 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 je pense pas. Je pense pas. Ils sont dans des univers différents. Ils sont pas. Ce serait. C'est comme dans les films. C'est toujours compliqué de faire se rencontrer deux personnages forts. Il vaut mieux qu'il y en ait un qui soit le leader de l'histoire. Non, non, ils se rencontreront jamais. D'ailleurs, parce que on ne sait pas ce qui est arrivé à Yerudelger. Donc, ça pose déjà un problème. Et puis Cornelius va avoir une évolution très particulière qui va l'emmener très loin dans le troisième volume. Eh bien justement, parlons-en. Donc là, c'est le premier volume. Ouais. C'est donc une trilogie, hein, on le Ouais. comprend maintenant. Comment vous allez la construire, cette trilogie? On s'en était un petit peu parlé. Chaque volume sera très différent. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Le premier volume, il est un peu dans la lignée d'Yerudelger, c'est-à-dire que c'est la rencontre d'un pays et d'un personnage. Donc c'est forcément très descriptif au niveau des paysages, au niveau des points forts de l'Islande, et puis à la construction du personnage de Yerudelger. Le deuxième, je vais un peu laisser tomber le côté paysage pour rentrer à la fois dans l'intériorité de Yerudelger et en même temps dans l'intériorité de l'Islande, qui est un pays qui de l'extérieur est un pays extrêmement moderne, contemporain, mais qui véhicule quand même encore quelques traditions un peu, pas des traditions, mais des comportements un peu particuliers. Il y a quelques grands trous dans la solidité islandaise. Il y a un fait divers important dont je m'inspire pour le deuxième volume. Et ils font quelque part des grosses gaffes qui font que ce pays que tout le monde prend en exemple, quelquefois pourrait être le contre-exemple de ce qu'il faut faire. Et le troisième, donc, emmènera très probablement Cornelius loin, très loin de l'Islande, tout en restant un polar islandais.
Alors que ce soit pour votre trilogie mongole ou votre trilogie islandaise, est-ce que vous avez eu des propositions cinématographiques? Parce que c'est vrai que dans votre écriture, il y a des fois ces scènes qu'on a l'impression de voir se dérouler devant nos yeux. Il y a une proposition cinématographique sur Yarul Elger. Il y a une option qui était mise pour faire une série de 8 épisodes, mais c'est juste une option. Le problème en général, c'est que les producteurs étrangers surtout, n'aiment pas trop les histoires écrites par un Français sur d'autres pays. Les producteurs sont des gens très prudents, donc qu'un Français écrive sur la France, ça va, qu'un Islandais écrive sur l'Islande, ça va, qu'un Américain, sauf les Américains naturellement, qui écrivent sur tout le monde. Mais je sais pas, en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, parce qu'entre le moment où on discute d'un film et le moment où le film se fait, il y a une dizaine d'années qui se passent, et moi j'ai 70 ans, ce qui va se passer à 80 piges, je m'en fous un peu, quoi. Donc c'est pas une priorité. Et dernière chose, on a parlé, vous m'avez un jour parlé de contraintes et de la façon dont la contrainte, était force de créativité. Est-ce que vous pouvez partager ça avec le public, avec nos internautes? Oui, ce sont des contraintes d'écriture surtout. J'essaye à chaque fois, dans chaque bouquin, ou dans chaque trilogie, ou dans chaque thème, de me contraindre à respecter certaines règles que je me pose, mais c'est surtout des règles d'écriture. Après, dans d'autres projets, ça peut être carrément des règles de construction. Mais en général, ce sont des règles d'écriture. Par exemple, dans la trilogie Yarul Elger, surtout dans le premier, je m'étais vraiment posé comme contrainte d'avoir 2 types d'écriture. Dans tout ce qui est action et dialogue, j'avais des phrases courtes, très courtes, souvent adverbiales. Mais par contre, dès que je passais dans la description du pays, je passais à des phrases très longues, de 2-3 lignes, qui étaient supposées rendre l'atmosphère de la steppe. Voilà, c'est ce genre de petites contraintes que j'espère qu'elles ne se remarquent pas quand on le lit, mais qui aident à construire le bouquin. Très bien. On va maintenant s'intéresser à vos influences, et pas seulement à vos influences, à vos goûts littéraires aussi et goûts cinématographiques, avec la pastille qui s'appelle Le Go Fast et que les lecteurs de Bipolar ont déjà eu l'occasion d'apprécier. On va commencer par votre film policier ou thriller préféré. J'avais beaucoup aimé Les 3 jours du Condor, c'est pas un film très très jeune, et j'ai naturellement bien aimé Fargo. Est-ce que vous avez un réalisateur de thriller préféré? J'avoue que j'en connais aucun. Il ne faut pas oublier que je viens au thriller par accident, et que je n'ai aucune culture de polar ou de thriller avant d'écrire Yarul Elger. Donc je n'ai pas de connaissances techniques, on va dire. Évidemment, je pense aux frères Cohen ou à Tarantino. Très bien. Alors, vous parlez de votre culture du polar qui est peut-être pas tout à fait là. Vous êtes avec Aimé sur du road trip. Est-ce que vous avez un film de road trip peut-être qui vous a pris au trip? Non plus. Il y avait un film qui m'a marqué qui s'appelait Rencontre avec quelques hommes remarquables. Je crois, c'est remarquable ou extraordinaire, je ne me souviens plus. Mais sinon, oui, il y a des films comme Thelma et Louise, par exemple. Mais j'ai surtout beaucoup aimé les films qui sont tirés de premiers romans fantastiques. C'est-à-dire Délivrance, tiré d'un premier roman, Rambo, le premier, tiré d'un premier roman, Marathon Man, tiré d'un premier roman. Ça m'impacte beaucoup. Ça. Est-ce que vous avez un auteur de polar préféré en livre? Et j'ai découvert la semaine dernière quelqu'un étonnant qui s'appelle Jacques Bablon et qui a édité un polar à l'américaine qui s'appelle Très Bleu. Et ça m'a vraiment bluffé. Sinon, moi je me suis arrêté, comme je vous dis, j'ai pas de culture polar, donc je me suis arrêté aux thrillers des années 70 et 80, c'est dû à mon âge. Donc c'est Ludlum, Forsyth, Le Carré, des gens comme ça. Est-ce que vous avez un personnage de fiction préféré? Alors vous pouvez peut-être taper un petit peu plus large que le polar à proprement dit. Oui, curieusement, ça n'a rien à voir, mais j'aime bien les personnages qui étaient interprétés par Alino Ventura dans sa grande période. C'est plus l'acteur et la façon dont il incarnait les personnages que j'aime bien que des personnages précis. Mais chaque fois qu'il était dans un film, j'avais l'impression qu'il habitait le rôle, quoi. Ou que le rôle avait été construit pour lui. Alors là, vous citez un homme, quand même dans Aimé, on a des figures féminines jeunes importantes. Peut-être un personnage de fiction féminin pour donner le change? Ça ne vient pas à l'esprit, c'est terrible, tout le monde va m'en vouloir. Non, je reviendrai sur Thelma et Louise.
Est-ce que vous avez une série télé préférée? Non, je ne suis pas très série. Ma femme est très très série, mais je ne suis pas très série. Alors, quelle est la série policière préférée de votre femme? En ce moment, c'est les séries coréennes. Toutes les séries coréennes. Avant, c'était les séries turques. Avant, c'était d'autres séries, les danoises, les norvégiennes. Toutes les séries, en fait. Très bien. Une arme du crime que vous affectionnez particulièrement? L'hypocrisie. Ça tue plus facilement qu'une arme. Eh bien, merci. On va parler maintenant de faits divers, hein, parce que vous avez quand même été journaliste, vous avez fait du droit, et ça nous donne un petit peu envie de voir ce que vous pensez des faits divers, et par exemple de nous confier un fait divers qui pourrait pour vous, faire un bon polar. Je m'en suis servi de faits divers dans mes polars. Quand je travaillais sur Yaoul Elger, sur le 2e volume, sur les temps sauvages, je suis tombé par hasard sur les 2 seuls faits divers qui ont lié la France et la Mongolie. Un système de vol organisé par des petits gamins de 10 ans ou 12 ans que la police n'arrivait pas à situer. Est-ce qu'ils étaient vietnamiens, chinois, et en fait ils étaient mongols. Et je m'en sers dans le bouquin. Et surtout un fait divers incroyable, puisque la France a été le terrain de jeu des services secrets mongols une fois. Et ils ont enlevé un opposant mongol sur le parking du McDo du Havre, d'une façon rocambolesque, comme seuls les hommes de main peuvent le faire, c'est-à-dire en embarquant le type sans précaution dans un coffre de voiture. Et ça m'aide. Maintenant, les faits divers, quelquefois, ne rentrent pas en tant qu'eux-mêmes dans l'histoire, mais des petits bouts de faits divers, le début d'un drame, la fin d'un drame, ça reste dans la mémoire et je m'en resserre de façon comme un puzzle. En fait, je reconstitue quelquefois des situations dramatiques qui sont inspirées de 3-4 faits divers différents. Est-ce qu'il y a une grande affaire ou un fait divers que vous auriez aimé vous adapter en livre? Souvent, ce sont les faits divers de rumeurs. C'est assez incroyable. À la fin, on a eu un exemple il n'y a pas très longtemps, hein, cette rumeur sur les Roms qui enlèvent des enfants, qui ont provoqué des bagarres rangées dans Paris ou dans la banlieue parisienne il y a quelques semaines, même pas quelques semaines, quelques jours. Et ça me rappelle la rumeur d'Orléans, il y a quelques dizaines d'années, où tout le monde pensait qu'à Orléans, des femmes étaient enlevées pour un trafic de traite de blanches, qui étaient enlevées en essayant des vêtements dans les cabines d'essayage des magasins de porte-à-porter d'Orléans. Que des choses comme ça puissent se développer, arriver à faire des titres dans la presse nationale ou au journal télévisé, c'est toujours fascinant parce qu'il y a toujours un moment où quelqu'un est forcément complice, au moins de savoir que c'est pas forcément vrai et que personne ne va vérifier. Là, vous parlez un petit peu de l'ère des fake news et de ce qu'on a Oui, parlé on ces est là-dedans, dernières années. ouais, bien sûr. Et du coup, ça vous intéresserait de partir de ça et de construire quelque Oui, chose autour? partir de la fake news, mais pas spécialement de la fake news, surtout de pourquoi et comment elle est fabriquée. Il y a déjà eu des bouquins ou des films qui ont été faits là-dessus. Mais si on remonte très 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 loin, on s'aperçoit que aujourd'hui, tous les hommes politiques, quels qu'ils soient, ont autour d'eux une petite cellule qui sert pas forcément à fabriquer des fake news, mais à fabriquer des news qui vont leur servir dans leur image. Et là, on n'est pas loin de la fake news. Donc oui, c'est intéressant de savoir. Surtout, ce qui est intéressant de savoir, c'est à partir de quand l'intelligence artificielle sera capable de créer elle-même les fake news en fonction des calculs de probabilité qu'elle peut faire. Parce que l'intelligence artificielle, elle va être déterminante dans l'aide à la décision. C'est-à-dire que si l'intelligence artificielle, par exemple, décide qu'on fait la guerre, que les États-Unis fassent la guerre à la Russie, c'est en aide à la décision, elle ne va pas décider de la guerre, mais on va lui demander est-ce que si on fait la guerre à la Russie, quelle est notre possibilité de nous en sortir, à quelle échelle et dans combien de temps? Si vous demandez ça aujourd'hui à Trump, il va réunir un premier groupe de personnes pendant un mois pour voir quelles sont les répercussions possibles dans les 10, 20, 30 prochaines années. Et ça va prendre des mois, parce que l'intelligence humaine n'est pas capable de le faire. Et après, ils vont nommer un groupe d'experts qui va approfondir les décisions du premier groupe. En gros, il va falloir 6 mois avant de décider si on attaque l'URSS ou pas, enfin la Russie ou pas. L'intelligence artificielle, elle peut vous le dire en une nanoseconde. C'est-à-dire qu'elle peut calculer les conséquences d'une imbécilité sur les 30 ou 40 prochaines années. Et elle le fait dans une nanoseconde, ce qui fait que la personne qui lui pose la question n'a même plus à hésiter, puisque c'est la seule réponse possible, logique et artificiellement intelligente qu'il puisse prendre. Donc ça, c'est très dangereux. Et travailler là-dessus, oui, c'est peut-être intéressant.
Alors on arrive à la fin de notre entretien, je me permets une dernière question, il va falloir une réponse rapide. Mais là vous me parlez de tout ça et je me dis du coup Yann Manouk va-t-il nous faire bientôt quelque chose un peu dans la science-fiction ou sous un autre pseudo j'imagine? La science-fiction peut-être pas, mais l'approche anticipation, c'est-à-dire un environnement qui se passerait dans les années 30, par exemple 2030. Oui, ça c'est très tentant, parce que ce qu'on voit arriver aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est terrible et ça peut donner lieu à toutes sortes de réflexions. Eh bien merci beaucoup. Merci à vous. Et nous arrivons donc au terme de cet entretien qui est d'ores et déjà disponible en replay sur la page Facebook de Bipolar et sur bipolar.fr. À bientôt à Quai du Polar et à bientôt sur nos réseaux.